Paris, 1852. Aristide Boucicaut ouvre le Bon Marché, inventant le premier grand magasin au monde. Toutes les femmes à court se pressent pour découvrir ce lieu d'abondance et de beauté à nul autre pareil. Attirées par ce nouveau paradis, ces bourgeoises quittent leur foyer et sortent seules de chez elles. L'apparition du grand magasin est un tel choc que l'écrivain Émile Zola, témoin attentif de son temps, lui consacrera un roman, Au bonheur des dames. N'était-ce pas une création étonnante? Le grand magasin bouleversait le marché. Il transformait Paris, car il était fait de la chair et du sang de la femme. Une révolution est en marche. En créant le Bon Marché, Aristide Boucicaut invente une véritable machine de l'aliénation et du progrès. Il jette les bases du commerce moderne et de la société de consommation dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et dans le même temps, il ouvre la boîte de Pandore qui mènera les femmes sur le long et douloureux chemin de leur émancipation. Voici comment, il y a 150 ans, un petit marchand normand monté à la capitale a transformé notre monde et celui des femmes à jamais. Rien apparemment ne prédisposait Aristide Boucicaut à un destin exceptionnel. Né en 1810 à Bellême, une petite ville située au cœur de la campagne normande, il est le fils d'un chapelier qui tient boutique dans la rue principale. À 18 ans, il quitte Bellême pour aller vendre des articles de bonneterie sur les marchés de Normandie. À travers cette rude vie de nomade, le jeune Aristide apprend les premiers rudiments de son métier. Comment il faut rassurer les acheteurs les plus méfiants et comment il faut pousser les belles fermières à ouvrir leur porte-monnaie. Après ces 7 années d'apprentissage, Boucicaut a un avenir tout tracé. Il ne lui reste plus qu'à reprendre la boutique de son père et à épouser une fille de la région. Mais l'homme a un tout autre tempérament. Il a soif d'apprendre et de découvrir ce qu'il ne connaît pas encore. À 25 ans, il décide de monter à Paris pour tenter sa chance. Cet homme est à l'évidence un entrepreneur. Il est impétueux, aventureux, toujours impatient de passer à l'étape suivante. C'est un battant. Il essaie tout de suite de monter à Paris, ce qui n'était pas inhabituel à l'époque. La plupart des grands entrepreneurs venaient de province. En fait, les 2/3 de la population parisienne étaient nés en dehors de la capitale. La capitale qu'Aristide découvre en 1835 est sombre, sale et délabrée. Les ruelles étroites du centre sont surpeuplées. Les échoppes sont petites et mal approvisionnées. Avant l'âge industriel, les gens possédaient très peu de choses. Quelques vêtements, peut-être un petit tabouret en bois, de la literie, une casserole. Il n'y avait pas grand-chose à acquérir. Et posséder des biens constituait plutôt une gêne. Mais la révolution industrielle en marche suscite l'émergence d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui ne demande qu'à dépenser. Et le commerce est en train de changer. Pour la première fois, plusieurs boutiques sont réunies dans un même espace, les passages couverts. Le shopping est né avec les passages couverts. Ils attiraient les gens à l'écart de la rue et constituaient un havre de paix dont le monde extérieur était exclu. Ils formaient un petit labyrinthe à travers Paris. Ils étaient sûrs, on n'allait pas y être la proie des pickpockets, ni y être éclaboussé de boue. C'était une sorte de cocon où on pouvait marcher lentement, flâner de boutique en boutique. L'apparition des magasins dits de nouveautés marque une nouvelle étape dans cette évolution. Au phare de la Bastille, à la place Clichy, à la ville de Saint-Denis, ces enseignes à comptoirs multiples sont les premières à proposer une diversité de marchandises. On peut y acheter à la fois ses gants, sa robe et ses draps. C'est justement dans un de ces magasins de nouveautés, le Petit Saint-Thomas, situé rue du Bac, qu'Aristide Boucicaut va trouver un emploi. Et c'est dans cette même rue qu'il va rencontrer Marguerite, sa future femme. Marguerite Guérin était née d'une fille mère dans une famille extrêmement pauvre, à Verjus. Verjus, c'est près de Châlons. Au début, je crois qu'elle gardait les oies, et puis elle est montée chez son oncle à Paris.
Elle travaillait comme vendeuse dans une charcuterie chaude, rue du Bac. Et c'est là où elle a rencontré Aristide, qui venait déjeuner tous les jours. Évidemment, ils se sont plu. Il a tout de suite senti que c'était quelqu'un d'extrêmement courageux, extrêmement énergique. Donc, ils se sont installés ensemble, ils ont eu un fils. Aristide reste 13 ans au Petit Saint-Thomas. Il gravit pas à pas tous les échelons, de simple commis drapier à chef de rayon au comptoir des châles. Durant cette période, la mécanisation de l'industrie textile modifie les rythmes de production. Désormais, étoffes et tissus sont fabriqués rapidement et en grande quantité grâce à une main-d'œuvre composée principalement de femmes et d'enfants. Le résultat, c'est une explosion de l'offre et une demande qui suit petit à petit des tissus, des rubans, tout ce qui touche au tissu d'ameublement, au tissu pour habillement, explose. Le problème est qu'il y a énormément de biens manufacturés qu'il faut distribuer et vendre. Il n'existe pas de lieu physique où ils peuvent être vendus en grande quantité, alors qu'on assiste à l'émergence d'une clientèle qui sera en mesure de les acheter. Tandis que cette nouvelle classe bourgeoise, issue de la révolution industrielle, s'enrichit, l'immense majorité de la population survit avec des salaires de misère. Les inégalités se creusent et le mécontentement grandit jusqu'à ce que le peuple de Paris se soulève en 1848. C'est le chaos. Les barricades qui surgissent dans la capitale précipitent la faillite du Petit Saint-Thomas. Aristide Boucicaut, qui avait si bien réussi, perd son emploi. La révolution de 1848 amène un homme au pouvoir qui va tout changer. Napoléon III a bien compris que pour que son règne dure, il va devoir améliorer les conditions de vie des Parisiens. Napoléon III est un homme très prudent et très malin, mais aussi extrêmement ambitieux. N'oublions pas qu'il a passé la majeure partie de sa vie en exil, à comploter pour rentrer en France. Il arrive de Londres, ce qui est une donnée très importante. Il a vu la structure de Londres, ses parcs, ses rues, et il veut faire de Paris un nouveau Londres. Pour mener à bien ce grand projet, il lui faut un homme d'action. Ce sera le baron Haussmann que Napoléon III nomme préfet de la Seine en 1853, avec la mission d'aérer, unifier et embellir la ville pour faire de Paris la capitale la plus prestigieuse de l'Europe. La modernité étant de mise, le baron demande à Charles Marville d'utiliser un nouveau procédé technique, la photographie, pour conserver l'image émouvante des maisons et des rues qui bientôt ne seront plus. Haussmann fait abattre plus de 120 000 logements insalubres. Des quartiers entiers sont rasés, laissant place à des parcs et des squares. « 300 kilomètres de boulevards et avenues rectilignes voient le jour, créant ainsi un réseau de circulation à la mesure de la capitale. Jamais, de toute son histoire, Paris n'avait subi une métamorphose aussi rapide et aussi radicale. » Plusieurs idées sous-tendent cette métamorphose. La première est la sécurité politique. On peut tirer au canon sur un boulevard, y faire passer la cavalerie, chose impossible dans une ruelle. Mais les boulevards servent aussi pour l'apparat, et ils vont être annexés par la bourgeoisie.